Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de Metro News. Au sommaire de l'actualité, les autorités américaines passent de la parole aux actes. Des organisateurs de vols charter vers le Nicaragua sont sanctionnés, leurs visas seront révoqués et leurs avoirs seront gelés. L'ancien député Jerry Tardieu estime que seul un dialogue franc et sincère peut sortir Haïti de la crise politique qu'il connaît actuellement. Le leader du parti En Avant appelle à un sursaut patriotique et à une prise de conscience de la part des élites politiques et économiques du pays. Des représentants d'associations de commerçants et des dirigeants du syndicat des chauffeurs et propriétaires de Ouadamette demandent aux autorités départementales une trêve dans le but de faciliter aux marchands et propriétaires de camions de récupérer leurs produits en République dominicaine. De Rocher, bonsoir, bienvenue au développement de Metro News. À travers une note du département d'État américain hier mardi 22 novembre 2023, les États-Unis d'Amérique ont annoncé des sanctions contre des organisateurs de vols vers le Nicaragua. Les États-Unis exhortent les migrants haïtiens, cubains et autres migrants potentiels à rechercher les nombreuses voies sûres et légales disponibles pour migrer vers les États-Unis. Les sanctions s'accentuent sur la restriction de visas ciblant les propriétaires, les dirigeants et ou les hauts fonctionnaires des entreprises fournissant des vols charters vers le Nicaragua, conçus pour être utilisés principalement par les migrants irréguliers. Ces vols charters et leurs opérateurs ciblent les migrants et les mettent en danger. L'Esquire, le communiqué. Le département d'État américain indique que les compagnies de vols affrétés proposent des vols et facturent des prix d'extorsion qui placent les migrants sur un dangereux chemin terrestre vers le nord jusqu'à la frontière américaine. Beaucoup de ces migrants n'ont pas de base juridique pour entrer ou rester aux États-Unis et sont souvent retournés dans leur pays d'origine après avoir gaspillé d'importantes ressources personnelles et mis en danger eux-mêmes et leurs familles, précise le communiqué. L'ancien député Jerry Tardieu appelle à un sursaut patriotique et à une prise de conscience de la part des élites politiques et économiques du pays pour sortir Haïti de la crise. Le leader du parti En Avant affirme que refuser de dialoguer avec le Premier ministre Ariel Henry, c'est aider à son maintien au pouvoir. Nous réalisons que sous table discussion, côté négociation bloquée, nous avons une passe politique, il y a trois tendances qui dégagent. Bon, première tendance, qui c'est les alliés du 21 décembre, les alliés politiques, qui eux-mêmes, au pouvoir, ils ont occupé des ministères, ils ont estimé que l'accord 21 décembre, c'est un accord qui est capable d'aider nous à faire transition, qui est capable de donner un gouvernement légitimité que le besoin, et ils ont simplement demandé l'autre acteur politique, venez à moi les petits-enfants, venez mettre collés avec nous, en diriger, en occuper le pouvoir, en faire partage gâteau et en avancer vers des élections. Nous pensons que c'est une posture qui est extrémiste, qui est radicale et qui est irréaliste. Deuxième tendance, non, c'est une tendance qui est totalement contraire. Un ensemble de partis politiques, comme Mondana la donne, Fonds Unis la donne, qui estiment que tout problème pays, c'est Ariel Henry. Depuis là, tout va régler, puisque nous avons un compromis, son feuille de route pour transition sous un exécutif équilibré, et puis pour nous aller faire des réformes constitutionnelles, institutionnelles et vers des élections. Mais courant de penser ça, il est aussi irréaliste que le premier tendance, parce que il n'y a pas qu'un compte de rapport de force là. Et deuxièmement, ça qui est lié, c'est le rejet de Ariel Henry, et qui souvent est capable de justifier par rapport au fait que le pouvoir ça a montré que l'Igon a une capacité de gérer dans le sens d'avancer vers des progrès. Cependant, une fois qu'on dit ça, toute problématique pour changer le Premier ministre, obligé de mettre la tête. Et c'est là qu'on peut avoir un problème parce qu'on peut là-dedans pour qu'on même entendre ni sous les mécanismes, ni sous la procédure pour nous arriver à changer chef de gouvernement. Donc, il y a deux tendances, qui sont deux tendances contradictoires. Et entre ces deux tendances, ça nous capable de une tendance, elle n'est pas mixte, elle n'est pas mitoyenne, elle est responsable et patriotique. Parce qu'elle est pragmatique et sérieuse. C'est-à-dire que, il faut nous rendre compte aujourd'hui que, après 2 ans, côté n'a tergiversé accord des accords à Tribo et à Babo, il faut que nous joignons entente, côté que nous pourrions aller vers un exécutif équilibré. C'est ça qui manque dans le pays. Confiance et confiance dans un gouvernement
qui est impartial, qui est équilibré et qui est crédible. C'est pour ça que nous disons que nous avons besoin d'un exécutif équilibré, car mon Premier ministre en tête, que c'est Ariel Henry, que son l'autre. Ça qui est important, c'est formule gouvernance qui doit gagner un cabinet ministériel d'Union nationale avec des personnalités au-dessus de tout soupçon, qui est impartial tout, mais qui est compétent, qui est crédible, qui est honnête et qui inspire confiance. Mais à côté gouvernement, pour créer l'équilibre là que nous avons cherché, nous avons besoin d'un conseil de transition, mais qui gagne des prérogatives présidentielles réelles. Ça veut dire que on formule gouvernance comme ça qui inspire de l'esprit de la Constitution, donc de la bicéphalité, avec un Premier ministre et un gouvernement d'Union nationale d'un côté, et un conseil de transition qui est formé de membres qui est aussi impartial et qui est crédible, nous avons besoin d'un équilibre que nous avons cherché pour mettre la population et pays en confiance. Malheureusement, je dis, on n'a pas de pays et on n'a pas de discussion politique qui est bloquée parce que les acteurs politiques, ça, avec leur bonne et leur mauvaise foi, pas réussi à faire un compromis politique que le peuple, que le pays a obtenu. Parce que la majorité haïtienne qui a besoin que la classe politique là joue un compromis pour nous avancer. Parce que ils commencent à fatiguer. Et en pile monde, la classe politique là, responsabilité, ça n'a pas vivre là. Ils n'ont pas de responsabilité, ils ne sont pas les seuls. Parce que c'est une société qui a affaissé, qui est écrasée. Ou regardez, qui ça fait que aujourd'hui, c'est un groupe d'éminentes personnalités du CARICOM qui est obligé à faciliter le dialogue entre Haïtiens? C'est parce que pas assez d'autorité morale chez les secteurs organisés de la vie nationale qui pour être là pour dire, écoutez, on nous entend nous. On ne peut pas, malheureusement, penser à résoudre la crise haïtienne sans qu'il n'y ait aujourd'hui une intervention des forces morales associées aux amis d'Haïti, dont le CARICOM, certainement avec l'appui du secteur privé qui déjà joue aujourd'hui un rôle très engagé, pour essayer, dans une tentative ultime et patriotique, de mettre les acteurs politiques autour d'une table pour trouver ce compromis qui doit nous aider à avancer, parce que nous avons fait 2 ans à faire du surplace, et il est l'heure maintenant d'avancer. Autre dossier, malgré la réouverture de la frontière du côté dominicain, les autorités haïtiennes décident de garder leurs frontières terrestres fermées. Les échanges commerciaux ne se font plus entre les deux pays depuis plus de 2 mois. Cette fermeture a de graves conséquences également sur l'économie haïtienne. Des représentants d'associations de commerçants et des dirigeants du syndicat des chauffeurs et propriétaires de Wanamet ont demandé aux autorités départementales une trêve afin de faciliter aux marchands et propriétaires de camions de récupérer leurs produits en République dominicaine. Dossier éducation, le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle salue le dernier rapport de l'ULCC indexant de nombreuses autorités haïtiennes dans des cas de corruption, notamment des autorités éducatives. En conférence de presse ce mercredi, les responsables de cette structure ont fait savoir que ce document est rendu public plusieurs mois après qu'ils aient dénoncé des gabegies administratives constatées au niveau du ministère. Nous sommes le seul syndicat qui a toujours dénoncé toute corruption, toute faute, tout gaspillage qu'a fait dans le ministère. Au lieu que l'autorité ministère te corrige cahier yo plutôt t'a persécuté nous, attaqué nous, menacé nous et transféré même mon syndicat. Et bien je dis à la presse, nous dit mes vérités sous tambour. Corruption envahit le ministère. Nous venons dire la justice bravo. Bravo encore. C'est pas sérieux pour gens l'éducation malade dans le pays. Pour gens état l'école nous pour gens qui n'a pas prendre, pour gens employés dans le ministère à travailler mal. Et puis un petit groupe de femmes saboter tout million ça dans le ministère. Nous pas capable de conférence ça pour ne pas poser tête nous question ça comme syndicat. Comment faire ces 2-3 graines grand baron seulement que la justice doit être sous yo dans le ministère. Côté l'autre gros baron yo. Côté l'autre gros potentat, côté yo, nous pas capable conférence ça tout pour ne pas demander la justice rapatrier tout million ça pour nous s'il vous plaît pour nous changer refaire système éducatif nous avec un ministre éducation s'il vous plaît ou ministre qui c'est haïtien que la justice punit tout coupable tout déchet pillé yo dans le ministère sans parti pris. Et nous voyons que l'ILCC sorti un rapport, on applaudit rapport ça à 2 mains. Et applaudissement qu'on fait des rapports ça, mais nous demandons pour rapport approfondi parce qu'il y a un pile l'autre dossier que nous connaissons dans le ministère ou bien l'autre information que nous gagnons tout
des questions location ça qui pas dit dans rapport. Comme son rapport, nous ka dit son échantillon que yo pas prend tout dossier en entier et nous même dans syndicat employé ministère n'a porté nous partie civile notre procès ça pour l'état récupérer comme ça yo nèg yo gagoté dans ministère dans louer kay nous parler de comme n'a parlé plus que 40 millions de dollars qui était construit 4 gros buildings dans le pays ou bien qui permettre de construire au moins 5 à 6 l'école qui gagoté et nous pensons n'a porté nous partie civile dans question et nous demander pour rapport approfondi pour enquête qui a fait qui va approfondir pour commencer de 2015 à aujourd'hui. Tout ministre, directeur général, administrateur, responsable budget, responsable comptabilité, tout le monde qui est impliqué, son chaîne qui est lié, pour tout le monde ça capable de mettre disponible pour la justice pour y aller répondre à question ça. Plus de 100 000 Haïtiens, notamment des jeunes, ont déjà quitté le pays dans le cadre du programme humanitaire mis en place par l'administration Biden depuis janvier de cette année. Les conséquences de ce programme commencent à se faire sentir. Le nombre d'inscrits à l'université de Port-au-Prince est réduit à 200% selon le vice-recteur aux affaires académiques Miguel Fleury-Jean. Ce phénomène résultant de la crise sécuritaire et de la migration continue des Haïtiens vers d'autres pays touche également les professeurs. Cette situation a contraint les responsables à réduire le nombre de cours proposés par l'université de Port-au-Prince. C'est le même constat à l'université Quisqueya, affirme le directeur du département des sciences juridiques, maître Bernard Gousse. Les différentes entités de l'université d'État d'Haïti sont également concernées, déplorent plus d'un qui se disent alarmés par cette situation. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le programme de regroupement familial lancé par l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, surnommé Programme Biden, est à la fois une source de réussite pour de nombreux Haïtiens et aussi une machine dévastatrice des valeurs haïtiennes selon les universitaires. C'est un mal nécessaire, ont-ils expliqué. Pour entrer ça là qui va venir là, nouvelle année académique nous a commencé le 4 décembre, nous avons l'impression qu'il y a moins d'étudiants. Du fait que il y a plus de gens qui quitté, qui vont aller, et je pense qu'il y a des gens qui sont composés là qui va même vouloir entrer dans l'esprit dans la faculté à cause que tout attend et email le tomber, attend pour alors tout pas pour aller et pour nous tous c'est tout un plaisir pour nous quitter là parce que nous regardé nous pas rien qui n'a venir n'a étudié nous va prendre pour qui ça n'a courir nous va prendre pour qui ça. Il est difficile pour un jeune de se projeter un avenir dans 5 ans en Haïti. Toutes les conditions sont réunies pour finir dans la pauvreté plutôt que d'avoir une vie meilleure. Si le programme Biden doit être perçu comme la terre promise, qu'il en soit ainsi, ont-ils laissé comprendre. Donc, si un étudiant jeune au moyen pour quitter le pays, ça, du point de vue insécurité, pour le quitter pour aller de l'autre côté, c'est pas un problème, pas critiquer pour ça. Donc, c'est pour me dire que vraiment, j'en ai évolué dans le pays, il n'est pas favorable vraiment pour nous étudier. Le contexte n'est pas favorable. Moi, si je suis jeune, je ne peux pas faire tout le OK, mais comme je suis obligé d'évoluer ici en Haïti. Donc, dans un premier temps, projeter dans le pays dans 5 ans, c'est impossible. Cependant, si toutefois moi j'ai une possibilité, c'est là seulement moi j'ai évolué, c'est sûr que m'a tracé chez même. J'ai un peu de difficulté, mais m'a capable. C'est aussi une source de préoccupation pour des responsables d'université de la capitale. Le vice-recteur aux affaires académiques de l'université de Port-au-Prince va droit au but en ce qui concerne la façon dont les institutions en paient le prix fort. De son côté, Michel Fleury-Jean évoque la notion de bidenisation. Le premier élément venu du président Clancel, le président Biden, qui potel, et également effet que charrier des doules. Et bidenisation, c'est dans ce sens-là, ils sont qui révolutionnaires. Bidenisation, un gros tonton papa France, est très difficile pour demander un jeune, un cadre, par rapport, parce que nous avons un paquet de faiblesses locales qui fait bidenisation très très fort. L'on prend plus le monde qui travaille, le pays a un problème salaire. Question salaire, n'importe qui travaille là, pour le Biden, et puis regarder comme il va le toucher à l'ouest du pays d'Haïti, c'est que un gros cadre pays d'Haïti avec un gros nom, mais élément minimal, il n'y a pas gagné. Donc ça dit les premiers problèmes même, les premiers besoins ne sont pas satisfaits, même si on travaille. Donc dans la bidenisation, au moins, on connaît le problème, ça résout.
Des professeurs qui enseignent depuis des décennies ont abandonné leur poste, ce qui représente une perte de valeur, sachant à quel point il est difficile de les remplacer. Des étudiants qui laissent tomber leurs études après avoir reçu leur email et bien d'autres qui ne viennent pas à l'école parce qu'ils sont en attente. Fort de ce constat, l'université est prise au piège. Je dis par rapport à l'instinct de survie qu'elle voit en Haïti, qui vient remplacer instinct de conservation et d'attachement à la terre natale, il y a une menace de dissolution de la nation. Menace qui pourrait passer sous tête, non? Les nous gagnons, plus fort monde qui est capable, qui peut aller, et qu'on y a encore, nous venons joindre monde, nous pas même joindre, nous pas même joindre. Donc, les gros débats lancés sur ça dans l'université, et si on ici, des universités Port-au-Prince, des deux groupes de professeurs qui partagent sur question, un groupe de professeurs qui dit, pour eux-mêmes, penser que l'indemnisation sont bon bagaille, et les ont belle catégorie de professeurs de l'université Port-au-Prince qui comprennent tout, que l'indemnisation sont véritables menaces. Et il y a un groupe même qui dit sont actes criminels. Le vice-recteur aux affaires académiques, après avoir exprimé son inquiétude, va à l'origine du problème et émet des opinions plus approfondies de la situation. Nous-mêmes, nous faisons sur toute l'année, 3 fois pendant l'année, nous recevons entre 750 à 1000 personnes par année. Mais le premier groupe que nous connaissons, quoi, ça nous est là, je veux dire, le premier groupe, c'est des groupes qui varient à 250 pour Pipiti, à 350. Là, ça, c'est nous décider tout. Si nous prenons 250 ou bien 350. Je ne veux dire pas nous décider. Et que la réalité décidée, nos voisins est 200. Nous-mêmes, nous croyons, par exemple, si question sécurité à résoudre, même si il y a une indemnisation, l'université a qu'à Kembe en attendant. Mais là, c'est vraiment son véritable menace. Et c'est son élément pour nous réfléchir un peu. Alors que la réalité devient de plus en plus inquiétante pour les responsables d'université et des étudiants, du côté du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, c'est silence radio. À l'arrivée d'une équipe de métropole pour tenter d'avoir leur version sur la situation, nul n'est disponible pour dire quoi que ce soit selon un des agents de sécurité. De nombreux responsables d'universités de la capitale ne cachent pas leur frustration par rapport à des étudiants qui laissent en masse leurs études dans le cadre du programme Biden. Il faut également souligner que si cette situation n'attire pas l'attention des autorités étatiques, c'est probablement pour certains parce que la politique est beaucoup plus importante. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Le gouvernement canadien a lancé officiellement vendredi un programme humanitaire devant accueillir 15 000 migrants, dont 4 000 sont déjà en territoire canadien. Pour faire le point, notre collaborateur Jean-Yuma Goudou, qui vit au Canada, est avec nous par Zoom. Bonsoir Jean-Yuma Goudou, merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose Berlin, bonsoir à tous. Alors, le programme tant attendu, annoncé depuis mars dernier, a été officiellement lancé vendredi dernier. Quels sont les critères de participation à ce programme, Jean-Yuma Goudou? Les critères sont très serrés, il faut le dire pour commencer, Rose Berlin, à savoir, en parallèle au programme Biden, n'importe qui ne peut pas appliquer pour un ressortissant haïtien. Il faut que ce soit votre grand-mère, votre grand-père, votre père, votre mère, ou votre frère ou soeur. Même les cousins, les cousines, les neveux, les tantes, les oncles, non. Non, ils ne sont pas admissibles dans le cadre de ce programme. Et en plus de ça, on l'a souligné, on accueille 15 000 personnes, 4 000 sont déjà ici, et il en reste 11 000 pour 3 pays, donc Haïti, Venezuela et Colombie. Autant vous dire que c'est comme faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. Justement. Ça sera difficile, ça sera compliqué pour les Haïtiens. Et comme si ce n'était pas assez, Rose Berlin, il y a 13 provinces et territoires à travers le Canada, dont le Québec. Et la majorité de la communauté haïtienne se trouve au Québec. Je dirais même 80 à 90% des Haïtiens se retrouvent au Québec. Pour cette province, qui a une prérogative en matière d'immigration, décide de ne pas participer à ce programme. Justement, Jean-Yuma Goudou, quelle est la raison évoquée par le Premier ministre québécois, je parle de François Legault, qui refuse d'accepter ce programme humanitaire au Québec?
Écoutez, entre 2017 et mars 2023, date à laquelle le chemin Roxham a été fermé par le gouvernement fédéral, il y a eu énormément, plus de 100 000 personnes qui sont passées de manière irrégulière par la frontière et la majorité sont des Haïtiens. Et François Legault évoque le fait que lui, de son côté, le Québec, en tout cas, a fait sa part en matière humanitaire en accueillant une grande part de ces gens-là ici au Québec. Et comme c'était en majorité des Haïtiens ou des francophones venant d'Afrique, donc leur tendance, leur destination était vers le Québec, qui est une province francophone. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés ici au Québec. Donc François Legault dit, écoutez, moi j'en ai accueilli assez. Et cette fois, c'est fini. Il n'y a pas moyen de recevoir d'autres migrants au Québec, selon lui. Il n'y a pas moyen. Oui, ben, ça c'est selon lui. Et il ne faut pas oublier non plus que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, dans sa campagne électorale, il a promis à ses électeurs d'accueillir moins d'immigrants. Son slogan, c'était « emprunte moins et emprunte soin ». Bien que beaucoup d'organismes de la communauté immigrante croient que c'est l'inverse qui s'est produit, il n'en prend pas soin. Et il en prend moins effectivement, mais il n'en prend pas soin. Bref, François Legault refuse d'accueillir plus d'immigrants, ce qui fait que la communauté haïtienne, les Haïtiens ici au Québec ne savent pas à quel sein se vouer et comment régler ce problème-là. Et beaucoup de consultants en immigration, dont François Jean-Denis de Vision Max Service, à qui nous avons parlé, dit qu'il ne comprend pas d'abord que Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, soit obligé de demander l'aval de François Legault pour un programme comme ça. Et ces consultants-là reçoivent beaucoup d'appels d'Haïtiens qui leur demandent « Écoutez, si je trouve une adresse ailleurs au Canada et qui ne soit pas au Québec, est-ce que je peux appliquer pour ma soeur, mon frère ou mes parents ?» Selon lui, non, ce n'est pas possible. Donc il n'y a pas d'autre recours pour les Haïtiens souhaitant participer à ce programme, selon ce que vous nous dites? Non, il n'existe pas d'autre recours. Et à part des Haïtiens qui sont à l'extérieur du Québec, et ils sont très peu, qui vont pouvoir appliquer pour leurs proches. Donc, on va compter sur les doigts de la main la quantité d'Haïtiens qui vont prendre part à ce programme. Et il faut rappeler, Osberlin, que le ministre de l'Immigration, le ministre canadien de l'Immigration, cette fois, Mark Miller, dans son communiqué pour déclarer le programme ouvert, avait dit c'est pour aider justement, même Justin Trudeau, en mars dernier, il avait dit, c'est pour décourager l'immigration irrégulière et favoriser une immigration régulière. Or, dans le cas des Haïtiens qui sont en majorité à immigrer ici à travers les États-Unis, eh ben non, pour le Québec, il n'y en aura pas. Il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment grand espoir pour nous, Haïtiens, de traverser pour aller au Canada en passant par ce programme, malheureusement. Je ne pense pas, honnêtement, puisque la décision a été annoncée depuis mars dernier. En raison de la réticence de Québec à prendre part à ce programme, le gouvernement fédéral, le Canada, a retardé beaucoup le lancement, l'ouverture du programme aux demandes. Et même jusqu'à la semaine dernière, il y a eu encore des négociations de dernière minute avec Québec pour voir si François Legault allait accepter quand même de s'ouvrir à ce programme. Finalement, le fédéral a dit on va y aller sans Québec. Donc le programme est lancé, mais malheureusement, la majeure partie des Haïtiens ne pourront pas participer à ce programme. Merci Jean-Numa Goudou pour ces précisions. Merci beaucoup Osberlin, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Jean-Numa Goudou. Avec lui, nous avions fait le point sur le programme humanitaire lancé officiellement par le gouvernement canadien vendredi dernier. Le coach en développement personnel Ray Hippolyte est de passage en Haïti et présentera un séminaire le 25 novembre prochain à El Rancho. Suivez son entretien avec notre collaborateur Stanley Figaro. Ray Hippolyte, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir, merci. Ray, alors Ray, tu es coach de transformation. Oui. Ça fait 15 ans que tu le fais. Ça fait 15 ans. Surtout aux États-Unis, mais ta clientèle, elle est internationale. Oui, ma clientèle est internationale. Et ce week-end, les Haïtiens ont la chance de rencontrer Ray Hippolyte. Où ça?
à El Rancho ce samedi, 25 novembre, de 9h à 5h30. Je vais avoir une retraite, un one-day retreat qui s'appelle Get Out of Your Own Way, so you can create the life that you want in times of chaos. Alors, so important to stress that. Parlons un petit peu de ce séminaire, comment ça va se passer, qu'est-ce que les gens vont apprendre, what are they going to learn? Ils vont apprendre l'importance de accepter le présent moment comme il est. Befriend the now. Don't fight against the now. C'est l'insanité, hein? Penser que résister le présent moment. There's a famous saying in English that says, what you resist persists, what you fight against gets bigger, and what you surrender to disappears. And from that place, possibilities opens up. Ce que je veux dire par là, force, we're fighting against each other, you're gonna fight back, right? If I resist you, you're gonna resist back. Tu vas résister, pas vrai? Et si je t'accepte comme tu es, tout va changer. Je te dis des gros mots et puis... Accepter la situation comme elle est, et de là, commencer à réfléchir à les possibilités qui peuvent exister. Mais pour arriver à accepter le moment comme il est, ça demande un peu d'éducation. Premièrement, il faut accepter qu'on a été programmé à un niveau de consciousness, de conscience, qui est très limité, qui est basé sur la the false premise of compliance and consumption. So we're always chasing something, Et on s'identifie à tout ce qui est extérieur de nous. Et ça vient from a place of scarcity. Où est-ce qu'on pense qu'on est pauvre à l'intérieur, alors plus qu'on acquiert, plus on va se sentir mieux. Okay. That's where addictions are born. We are all addicts of something external as our source of fulfillment. Quelque chose extérieur pour nous combler l'intérieur. Et ça, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Tout ce qu'on veut est déjà à l'intérieur de soi. Et il n'y a rien de mal à avoir toute cette abondance, mais l'abondance commence à l'intérieur. Okay. On acquiert davantage qu'on n'est pas attaché aux sources extérieures. C'est toute une philosophie, ce que tu dis là. C'est pas une philosophie, c'est la vérité. Hein? Une philosophie, c'est un point de vue. Ça a été étudié par des researchers spirituels, des scientifiques, de métaphysique et des médecins in the medical field et des psychologues. Et ce que j'apprends, c'est à la base d'une recherche parce qu'on a combiné la science de psychologie et neurophysiologie. Et il t'explique que tout est... Everything is memorized in a feeling tone. Everything is memorized in a feeling tone. So all of your thoughts are associated with a feeling tone. And it starts with from the level of shame to the level of enlightenment. And the more you move, as you let go of all of the negative emotions at the bottom of the scale, and you move up, the better you feel. And the more you create a different reality. Alors, on essaie de changer notre réalité, mais il faut changer la réalité intérieure. Because what are we? We are energy, spiritual being having a human experience. Nous sommes des êtres énergétiques, des êtres consciencieux qui sont en train d'avoir une expérience humaine. Et comment qu'on expérience, how do we experience life? On expérimente la vie in the now, au présent moment. Le présent. Pas demain, pas hier. Pas hier. Et on expérimente la vie à l'intérieur.
pas à l'extérieur. Si on expérimentait la vie à l'extérieur, on aurait tous eu la même expérience. Alors, sur your inner reality, ta réalité intérieure détermine comment tu vas expérimenter le présent moment. Comment ta relation avec le présent moment, that's your only business. Comment les gens s'agissent, that's not your business. Ce sont leur business. Comment la situation actuelle du pays, that's God's business. Okay. Your business is how you're in relationship with it. Intéressant. Alors, Ray, ce samedi, le rendez-vous, c'est à El Rancho? À El Rancho. C'est de 9h à 5h. C'est de 9h à 5h30. Et il y a simplement 10 places qui restent. Alors, s'ils veulent me contacter, c'est important de me contacter sur mon numéro, en WhatsApp. En WhatsApp, OK. Et mon numéro, c'est le 646-581-5072, 646-581-5072. OK. Donc, par WhatsApp, c'est ce numéro sur lequel on peut te trouver. Oui. Alors, on en parlait, les Haïtiens ne sont pas d'une ouverture d'esprit à parler de ce qui leur fait mal. Ils pourraient t'envoyer des messages et dire que... Ils peuvent m'envoyer des messages et je prends note de... Je leur envoie un questionnaire. Aussitôt qu'ils confirment leur siège, les réservations, je leur envoie un questionnaire, ils adressent tout ce qu'ils doivent adresser là, et de là, je sais comment incorporer leurs questions, the issues that they're dealing with. À ta présentation. À ma présentation. Intéressant. Et c'est pas une présentation où est-ce que tu vas me voir parler seulement. C'est un dialogue que j'ai avec tout le monde. I get everybody engaged. C'est la raison pour laquelle que c'est une retraite de 20 personnes seulement, parce que je veux qu'ils aient plus accès à moi. Et c'est quoi ton public cible? La dernière retraite que j'ai eue le 19, il y avait des jeunes dans les 22-23 ans, des messieurs et des femmes dans leur cinquantaine, soixantaine. OK. C'est pour tout le monde, hein? Tu as donné ton numéro de téléphone, les gens peuvent te contacter par WhatsApp. Est-ce qu'une fois qu'ils envoient un message, c'est confirmé ou bien il y a un paiement électronique à faire? C'est $150, $150. Et ils peuvent me payer à l'entrée, mais ils doivent confirmer à l'avance. À l'avance, OK. Et your word is you. So if you confirm to me via WhatsApp, I'll take your word as your honor. Super. Voilà. Eh bien, rendez-vous ce samedi. Samedi à El Rancho. Dès 9h. Dès 9h. Venez, ce serait une bonne expérience. Et pour ceux qui pensent que c'est trop long, je vais vous garantir que le temps va passer tellement vite parce que la conversation sera excitante, engageante et thought-provoking. Okay. A special outfit for that? Oh, be comfortable, wear comfortable clothes, and bring an open mind. Bring a mat also? No, you don't need a mat. Okay. Everything is set up. We'll serve lunch there, tea and coffee in the morning, eat breakfast, light breakfast in the morning, and we'll have a lunch served and everything. Great. So, success. Thank you. Right. Great. Come join us. It will be great. Voici le rappel des titres à la une de ce soir. Les autorités américaines passent de la parole aux actes. Des organisateurs de vols charter vers le Nicaragua sont sanctionnés. Leurs visas seront révoqués et leurs avoirs seront gelés. L'ancien député Jerry Tardieu estime que seul un dialogue franc et sincère peut sortir Haïti de la crise politique qu'il connaît actuellement. Le leader du parti En Avant appelle à un sursaut patriotique et à une prise de conscience de la part des élites politiques et économiques du pays. Des représentants d'associations de commerçants et des dirigeants du syndicat des chauffeurs et propriétaires de Wanamet demandent aux autorités départementales une trêve dans le but de faciliter aux marchands et propriétaires de camions de récupérer leurs produits en République dominicaine. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.